Passons maintenant à l'international, donc avec un dossier sur les premiers jours de Donald Trump, suite à son introduction au pouvoir, donc le 20 janvier. Donc on va le voir avec vous par rapport à ces premiers jours, quelles sont les premières actions qui ont été menées. Alors, déjà, il n'a pas eu 20 jours faciles parce que Obama a tout fait pour dans les derniers jours de son mandat, de lui pourrir la vie. Ensuite, en plus, il y a eu cette affaire de l'ambassadeur russe qui a été tué en Turquie. Bon, là, c'est une affaire entre Daesh et les Turcs. Gülen n'avait aucun intérêt à faire ça. De toute façon, il n'avait pas les hommes, il n'avait plus les hommes pour faire une telle opération. Certains y ont vu la main des réseaux d'Hillary Clinton. Là, il faut quand même arrêter de déconner. Il faut arrêter de voir 1914 partout. D'accord ? On a dit, c'est l'équivalent de l'assassinat de François Ferdinand. Alors déjà, François Ferdinand n'est pas la cause de la Première Guerre mondiale, déjà et d'une. La cause de la Première Guerre mondiale, ça porte un nom, ça s'appelle l'Allemagne. Vu que l'Allemagne prépare la guerre dès 1912, minimum. Je vous renvoie au but de guerre de l'Allemagne impériale. Bon, un moment, et de toute façon, les Allemands tentant en plus la Welt politique, les Anglais devaient les arrêter. C'est l'affaire du Bagdad Ban. Donc bon, à un moment, François Ferdinand il a bon dos, les nationalistes serbes ont bon dos, tout ça, ça a bon dos. Et là, on n'est vraiment pas dans le cadre, on est face à un djihadiste, certainement un homme de Daesh ou du Front al-Nosra, peu importe, différence de degré, pas de nature, se sentant lâché par l'ennemi turc qu'il fait payer Erdogan. C'est tout. Mais il y a eu d'autres dossiers sur lesquels l'administration Obama a pourri l'arrivée de Donald Trump, comme on l'a rarement vu, parce que théoriquement, c'est un gentleman agreement, l'arrivée du président des États-Unis. Vous avez le spoil system, c'est-à-dire une partie de l'administration va dans le privé, et une partie du privé vient au secours du nouveau président dans l'appareil administratif. Gentleman agreement. J'ai jamais vu l'équivalent. Jamais. Ils l'ont pourri comme c'était... Bon. Ensuite, les premiers jours de Donald Trump, c'est trois choses. C'est à la fois une stratégie, c'est des réalisations et des questions. La stratégie, c'est d'assumer de faire une guerre aux médias. Quand on signe les executive orders, qu'on se prend en photo pour tweeter la photo du truc, etc., on fait une guerre médiatique. Il faut savoir que là, les médias américains ont décidé d'aller très loin, vu que d'une part, des dires et propos du président des États-Unis ne seront pas repris sur la pub sur certaines grandes chaînes. Donc là, ça fait partie, après les trois points, ça fait partie des leçons qu'il faut en tirer pour nous. C'est ça le plus important. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la stratégie de Trump, c'est-à-dire une stratégie, premièrement, de l'édification. Vous m'avez craché à la gueule pendant toute ma campagne, je vous retourne les molars. Et il n'y aura pas de paix entre vous et moi, je l'ai bien compris. Je joue. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Donc, il plie pas. Ce qui va extrémiser les choses. Je ne dis pas qu'il devrait plier. Entendons-nous bien. Je dis juste que, vu les enjeux et vu qui il a en face de lui, parce que derrière les médias, il y a une part de l'oligarchie transnationale. L'oligarchie composite, faite de grands patrons, d'idéologues, de grandes familles, etc. etc. En tout cas, du haut du panier de beaucoup de groupes sociaux, qui ont les moyens d'être partout chez eux. Cas typique Soros. Soros fait partie de ça, il ne la résume pas, et c'est un ensemble complexe, mais qui est très marqué par l'anti-Trump. Ensuite, soit c'est eux plient, parce qu'en fait ils n'ont pas de puissance forte, ils n'ont pas
ils ont peu de leviers en dehors de certaines fondations. Ils ont peu de leviers. Ou alors ça s'envenime suffisamment si certains intérêts sont touchés pour que Trump doive, là pour le coup, faire renforcer sa sécurité personnelle. Mais là, attention, c'est un scénario extrême où il n'y a pas de signe avant-coureur que ce soit en cours. Néanmoins, c'est déjà arrivé tellement de fois dans l'histoire des États-Unis qu'il n'est pas non plus... il ne faut pas l'écarter. Deuxième stratégie, la stratégie du pourrissement. Il va laisser les sorosites, parce que là par contre, c'est la gloire à André Berkoff d'avoir pu le dire. Les manifestations anti-Trump, c'est du sorosite, pur. Et je pense qu'un de mes bons camarades me le faisait remarquer il n'y a pas très longtemps, que la stratégie de laisser le bordel s'installer pour que les Américains demandent l'ordre pourrait être payante. Ensuite, il a en plus l'arsenal juridique de la guerre froide, les lois FARA, contre la subversion, où il peut liquider les ONG Soros sans aucun problème. Ça, c'est pour moi les deux stratégies internes. La stratégie externe, c'est la stratégie du fait accompli, qu'il fait par exemple avec le Mexique, c'est-à-dire il demande des choses inacceptables qui seront nécessairement refusées parce que les peuples ont encore un minimum de dignité, et ensuite il s'en plaindra. Ça, c'est le principal écueil de Donald Trump. On y reviendra. Donc pour moi, c'est les trois stratégies qu'il a prises: une stratégie d'édification médiatique et de guerre médiatique, une stratégie de pourrissement avec ses adversaires, une stratégie, disons, d'unilatéralisme, ce qui est la logique américaine, mais là, pour le coup, d'un unilatéralisme assumé et violent. Ça, c'est la stratégie. Les réalisations, c'est... Parce que là, on se plaint de lui parce qu'il fait ce pourquoi il a été élu. Il a fait le muslin ban. Bon. Je rappelle que Obama a fait le même avec les réfugiés irakiens en 2011. D'ailleurs, c'est pas exactement un musulman, parce qu'il y a beaucoup de pays musulmans. Il y a beaucoup de pays musulmans. Mais il y a néanmoins des points problématiques dedans. On y reviendra dans les questions. Il n'a pas touché à l'avortement sur sol américain, il a touché aux ONG qui utilisaient des fonds fédéraux pour le dispenser. À l'étranger et sur le territoire américain, ça reste à vérifier. Donc en réalité, il fait de la rationalisation de dépenses publiques, certes au détriment d'ONG toutes reliées au planning familial, mais il ne touche pas au droit à l'avortement. 2. Ensuite, il a déjà liquidé le traité transpacifique, ce qui est déjà énorme. Enfin, il l'a liquidé. En retirant les États-Unis, le vide de sa substance. Mais théoriquement, juridiquement parlant, le traité court toujours. C'est un traité multilatéral avec une vingtaine de signataires. Donc un en moins, ça ne le liquide pas. Néanmoins, vous perdez le marché américain, plus de 30 raisons d'être. Et il a commencé déjà à envoyer des coups de masse dans l'ALENA. Tout ça en 4 jours. Au passage, la première opération russo-américaine en Syrie a eu lieu. Je crois qu'elle a tué 53 terroristes. Beau score. Donc, tout ça en 5 jours, 6 jours. Bon. On se rend compte de quoi? Comme d'ailleurs Bannon, je crois que c'est Bannon qui l'a dit. Citez-moi là-dessus, vous êtes le camp de l'ennemi, en parlant de la presse. L'opposition. Ça fait partie des leçons qu'il va falloir en tirer. Et une autre,
sur le refus d'accès au territoire par rapport à l'état de droit. Ça, c'est les réalisations de Trump. Les questions maintenant. Les questions, je pense qu'elles sont... il y a au moins 6 questions. Premièrement, pourquoi avoir mis dans ces pays, donc il s'agit de la Libye, de l'Irak, de différents pays musulmans, pourquoi avoir mis l'Iran au milieu? Il est hautement improbable qu'un Iranien, parce que la période d'extension de la révolution islamique par le terrorisme est définitivement close. Ce n'est même plus vis-à-vis de ceux qui sont les gestionnaires de la fin de la révolution islamique. Ali Khamenei particulièrement. D'ailleurs, dans les grands gestionnaires, il est mort au mois de décembre, je crois, Rafsanjani. Bon. Rafsanjani qui était un peu l'opposition contrôlée du Conseil de la Révolution. Disons ça comme ça. Bon. Personne en Iran, même les plus durs, pour ceux qui restent des plus durs, ne veut l'extension par le terrorisme. Cette époque-là est finie. Or, le terrorisme sunnite se nourrit avant tout de la haine anti-chiite, qui est démonisée autant que le juif et le croisé, pour beaucoup de groupes radicaux. C'est d'ailleurs un sujet de dissension au sein même du djihad international. Rappelez-vous les heurts qui avaient eu lieu entre Abu Moussad al-Zarqawi et donc celui qu'on appelait le Diable Vert, qui a été neutralisé en Irak il y a quelques années, et le numéro 2 d'Al-Qaïda, l'Égyptien Al-Zawahiri, qui était le médecin ancien membre du djihad islamique, qui avait été d'ailleurs qui avait été arrêté après l'attentat contre Sadat. Et donc, d'un point de vue sécuritaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors on peut me dire qu'en Allemagne, il y a eu un descendant d'Iranien qui a, oui, enfin là pour avoir vu un peu le dossier, on est plus proche j'allais dire de Ben Amias, non, mais de Sainte-Anne, oui. Et quoique entre Ben Amias et Sainte-Anne, mais on est plutôt dans le psycho là. Les dingues sont pas nécessairement iraniens, loin de là. Donc, premièrement, moi j'ai de très gros doutes sur le maintien de la seule chose qu'Obama ait peut-être fait de bien, qui est l'accord iranien, dont les États-Unis en plus, dans leur quête énergétique, ont infiniment besoin. Et si Trump doit être un stabilisateur, il peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas passer en dehors de Téhéran. Ou alors il fait une erreur stratégique majeure qui dénote une incompréhension de la zone. Je sais qu'il veut donner beaucoup de gages à l'État israélien. Il faut savoir que la partie la plus intelligente de l'élite sécuritaire israélienne est plutôt pro-iranienne aujourd'hui. Donc, il ne serait pas isolé sur cette question-là par rapport aux Israéliens. Aujourd'hui, l'opposition à l'Iran tient avant tout à la personne de Benyamin Netanyahou et au lien que Benyamin Netanyahou a tissé avec les puissances du Golfe, dont l'affection pour Israël et le philosémitisme d'un point de vue général n'est quand même pas le premier trait. Deuxième question pour Trump, l'Asie. Beaucoup des alliés asiatiques, Corée, Japon, et particulièrement Japon, pensent que le relâchement de Trump va permettre à la Chine de mettre ces pays sous pression. Trump ne peut pas jouer ce qu'il joue face aux Européens, c'est-à-dire « vous allez enfin payer pour que je vous défende ». Le fameux partage du fardeau dans l'OTAN, qui était déjà un thème d'au moins 3 présidents américains avant lui. Mais lui, il entend faire payer les Européens, puis c'est très bien que les laquais payent leur servitude, je trouve ça tout à fait normal. Il faut savoir que la Corée et le Japon payent déjà annuellement pour les bases américaines. Donc
Donc là, il n'a pas de... Il devrait nécessairement les protéger. Va-t-il le faire? Très difficile à dire. Ce qui, au passage, n'en fait pas des puissances abandonnées. La seule chose, c'est que ça rajoute de l'huile dans le feu de la mer de Chine. Et ça pourrait très mal aller. Parce que s'il y a deux flottes de combat totalement aptes, c'est la flotte sud-coréenne et la flotte japonaise. Particulièrement la flotte japonaise. Je rappelle que pour un pays qui n'a le droit que d'avoir un groupe d'autodéfense, le Japon n'a constitutionnellement pas le droit d'avoir d'armée. Je rappelle que c'est quand même le premier budget militaire en valeur, le deuxième budget militaire en valeur au monde. Je m'en méfierais. En plus, je me méfierais de la combativité japonaise. Mais Pékin semblant se durcir pour des raisons de stricte politique intérieure, Pékin attire à elle la haine de différents États de manière inintelligente. Donc, est-ce que Trump va reprendre ça en main? C'est une question. Troisième question avec le Mexique. Ce pataquès sur est-ce que les Mexicains vont payer le mur. Mettons de côté, est-ce qu'il faut un mur ou pas? Parce qu'on peut se demander, nous voulons un retour aux frontières, est-ce qu'il ne faut pas marquer la matérialité de la frontière? La logique de la frontière, c'est la logique de la relativité et de la responsabilité. C'est la logique du pouvoir et de l'autolimitation. On ne peut à la fois refuser, c'est simple, l'immigration mexicaine aux États-Unis, où je veux bien qu'elle pose problème, elle pose infiniment moins de problèmes que chez nous parce qu'il n'y a pas de substitution culturelle, je le rappelle quand même. D'autre part, l'immigration se fait surtout dans des terres qui étaient auparavant mexicaines, je le rappelle quand même. Et surtout, on ne peut pas à la fois se plaindre de l'afflux de marchandises à bas prix, qui au passage ont fait la fortune des multinationales, et les multinationales qui ne sont pas toutes mexicaines, déjà et d'une. On ne peut pas se plaindre des flux de capitaux qui vont de Western Union jusqu'à l'argent de la drogue que les Américains drainent eux-mêmes. Même les séries américaines à 2 francs 6 sous aujourd'hui le montrent, ça veut dire quand même que c'est un secret de polichinelle. Et refuser le flux de personnes. C'est un package. À prendre ou à laisser. Donc, on ne peut pas à la fois se plaindre de l'immigration qui est l'enfant du sous-développement des pays d'Amérique latine et d'avoir tout fait pour flinguer les tentatives de développement des pays visés. En réalité, la Trump ne gère pas ni le mauvais bilan de l'administration mexicaine, ni ses outrances, parce que qu'il ait eu, je le maintiens, qu'il ait eu un vote latino aussi fort, ça prouve que les latinos sont bien sympathiques sur le territoire américain. Parce qu'il en a dit des conneries. Parce qu'il y a en effet une population qui est très 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 au-dessus des autres en termes carcérales. Le problème, c'est que c'est pas la population latine. Et c'est une population qui a voté d'ailleurs moins au Parti démocrate parce que c'était pas Obama, si vous voyez de laquelle je parlais. Non. Contre laquelle, d'ailleurs, j'ai rien, pas de problème. Et surtout, Trump gère l'incurie de ses prédécesseurs depuis le 19e siècle. À lui de savoir s'il veut vraiment renverser la table. S'il veut vraiment renverser la table, il a besoin de mettre fin à la doctrine Monroe. Sinon, parce que les émigrés qui arrivent par le fleuve, ils ne sont pas tous mexicains, loin de là. Ils viennent de l'ensemble des pays latino-américains. Et au passage, ils n'arrivent qu'à titre subsidiaire par la frontière terrestre. C'est pas la première porte d'entrée des États-Unis. Donc là, pour le coup, Trump ne le fait que pour la partie la plus neuneux de son électorat. Je peux tout à fait le comprendre. Mais en plus, déjà, si à mur, il sera fait par des ouvriers mexicains. Et s'il veut réellement le protectionnisme, ce qui est tout à fait son droit et même son devoir dans un pays qui est lourdement désindustrialisé,
il doit le faire dans une optique de co-développement avec le Mexique et l'Amérique latine, parce qu'on ne peut pas à la fois maudire les effets dont on chérit les causes. C'est de la responsabilité politique. Sinon, sa politique anti-migrants sera un échec. Anti-clandestin sera un échec. C'est simple, ça. Hein. Alors tout le monde se touche aujourd'hui sur le programme No Way, qui est le programme australien. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Premièrement, l'Australie a fait le programme No Way en parallèle d'une véritable politique d'inclusion régionale. Et d'une. À partir du 11 septembre, les Australiens sont devenus les flics américains de la zone. Ils ont très vite vu que ça leur mettait l'ensemble des puissances asiatiques à dos, donc ils ont changé, parce que ce sont des gens intelligents, et ils ont changé leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, ils jouent la carte ASEAN, asiatique, etc. Tout simplement, ils se sont rendus compte de là où ils étaient. Et surtout, ils co-gèrent leurs exfiltrations de clandestins avec des pays asiatiques plus ou moins pauvres, comme le Cambodge, et ils les rémunèrent pour ça. Ça, c'est une politique. Ça s'organise, et c'est pas avec des coups de menton qu'on arrête la mer. Bon. Ça, c'est la dernière question de Trump, c'est pour l'Europe. L'entretien qu'il a donné à la fois au Times et au Spiegel, vous remarquerez qu'il n'y a pas de journal français dedans, est à la fois très pro-britannique, mais commence l'escalade qui va avoir lieu certainement avec l'Allemagne, vu que les États-Unis entendent régler les 3 gros problèmes commerciaux qu'ils ont, c'est-à-dire le Mexique, la Chine, d'abord avant tout, et l'Allemagne. Et évidemment, aujourd'hui, tout le monde va au secours de la Reichs-chancelière pour la démocratie. C'est sûr que puis pour l'élite française, se précipiter à Berlin, ça rappelle des souvenirs. Or, moi je doute qu'il nous épargne. Après, là pour le coup, André Berkoff, qui a fait un magnifique travail sur Trump, lui pense qu'il a plus de considération pour nous que nous le croyons. Il a juste un problème avec François Hollande, ce qui est tout à fait possible, vu que nous n'avons toujours pas démis de ses fonctions l'ambassadeur américain qui lui a gravement manqué de respect. Je rappelle également que nous ne lui avons pas envoyé de délégation pour son intronisation, ce qui est un manque aux coutumes diplomatiques. Alors les comptes droites disent oui, en plus on a envoyé une pour la mort de Castro. Oui, il fallait en envoyer une pour les deux. Mais bon, le jour où vous serez capable de comprendre ce qu'est un État, on en reparlera. Et est-ce qu'il va laisser le continent à l'Allemagne? Très difficile à dire. Très difficile à dire, c'est à craindre. Et c'est à craindre d'ailleurs que les Russes, qui ne sont pas plus nos amis que les Américains, fassent de même. C'est là où il faut mettre fin au suivisme des Français. Ni Trump, ni Poutine, ou Trump et Poutine, mais pas de russophilie délirante. Un État, ça n'a pas d'amis. D'accord ? Un État, ça n'a pas d'amis, un peuple, ça n'a pas d'amis. Un peuple, c'est ontologiquement seul. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est les grandes questions de Trump. Il y en a une dernière, d'ailleurs, par rapport à la Russie, ça fait un rebond. Il va continuer dans son rapprochement avec Poutine, mais pour une raison qui est très simple. Le but de Trump, c'est d'inverser l'axe de Kissinger. Kissinger a joué Zhou Enlai, et Zhou Enlai s'est joué de Kissinger face à Moscou. Le but de Trump, c'est de jouer Moscou contre Pékin. D'ailleurs, le président Ping s'est fendu d'un discours d'éloge du libre-échange qu'il aurait pu nous éviter, quand on sait comment l'économie chinoise est fermée. Mais en réalité, il n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que le but de Trump, c'est d'obtenir c'est d'obtenir la réévaluation du yuan. Le problème, c'est que la Chine est en train de vider une partie de ses réserves de change pour maintenir
tenter de maintenir le yuan en l'état, parce que beaucoup de gens pensent qu'il est sous-évalué. Oui, peut-être. Est-ce qu'il l'est volontairement? Difficile à dire. Certainement. Mais en réalité, on ne se rend pas compte que le président Ping, qui a tout intérêt à donner l'image d'un homme tout-puissant, est en réalité au confluent de deux choses, à la fois de l'organe central de la représentation chinoise, qui est le Parti communiste chinois, qui embrigade quand même 60 millions de personnes, qui a différentes tendances, et surtout, il est en face d'un jeu très connu de l'histoire de la Chine, qui est le jeu centre face à périphérie. Or, les périphéries industrielles ont besoin de taux de croissance faramineux qui ne sont plus au rendez-vous depuis des années déjà. Le marché intérieur chinois n'a pas été développé comme il l'aurait dû. Il peut aussi difficilement l'être pour des raisons physiques. Tout simplement parce que déjà, dans beaucoup de villes de Chine, on ne circule plus en voiture parce que peu de gens ont des voitures, mais ils sont déjà tellement nombreux. Il y a peu de pourcentage de la population qui a une voiture, mais ils sont tellement nombreux en valeur qu'on ne circule plus, déjà, et d'une. Donc il y a des limites physiques à la croissance chinoise, et d'une. Et de deux, la bulle financière chinoise des provinces, qui a créé ces fameuses villes vides que personne n'a les moyens d'habiter, est un problème. Ensuite, est-ce que Trump aura la bêtise de faire ce que l'administration Obama a commencé à faire, c'est-à-dire un plan de fragilisation financière de la Chine, tel que celui qui a été fait pour le Japon à la fin des années 80 et qui a pris le nom de récession Yakuza, et dont le Japon n'est toujours pas sorti. D'ailleurs, c'est ce qui fait la radicalité des Abenomics, donc des politiques économiques du Premier ministre Abe, d'essayer, à coup d'injonction monétaire, d'injection, pardonnez-moi, monétaire, d'en sortir, mais qui en réalité masque, aujourd'hui la crise masque une crise beaucoup plus grave du Japon, qui est une crise de dénatalité. Est-ce que Trump ira jusque-là? Là, c'est jouer avec la paix, parce que si la Chine recule sur le plan économique, elle devra, pour maintenir son unité et pour maintenir son système de gouvernement, qui est quand même un système centralisé et autoritaire, ce qui, dans ma bouche, n'est que descriptif. Je ne dis pas que c'est amélioratif, ce n'est ni amélioratif ni péjoratif, c'est descriptif. Pour le maintenir, elle devra marquer des points géopolitiquement. Ça passera peut-être, par exemple, par un accrochage définitif sur le vent du vent chinois dans les voiles non russes, et que le vent chinois dans les voiles russes, c'est un des plans de Vladimir Poutine dans un de ses discours, mais par exemple de l'accrochage de la caravelle philippine à la flotte chinoise. Parce que si Trump est marqué avant tout par son impulsivité, j'en connais un autre, le président Duterte. Fort sympathique amateur de crevettes Bijard. Quand tu balances un mec d'un hélicoptère, tu fais une crevette Bijard. Lui, il en a fait quelques-unes. Le personnage m'éveille une certaine tendresse. Or, oui, il a mis des droits de l'homme bonsoir. Mais lui aussi, il fait ce qu'il... Non, mais c'est comme Trump, il a fait ce qu'il a... Il a été élu sur ce slogan immortel, je vous promets des morgues pleines. Mais il l'a fait. Mais il est en train d'écraser une faune criminelle. Je vous l'ai dit, si la démocratie, dans le cœur des populations, si la démocratie n'est plus un bien à protéger, mais est un symbole de faiblesse, alors la démocratie est un système condamné au XXIe siècle. Les Philippines ont été pourries par la drogue. Il est en train de nettoyer le terrain, il n'est pas au-dessous de 80% d'opinion favorable, les Philippins l'ont eu pour ça. Il est chez lui. Et je rappelle au passage que nos droits de l'homiste vont maintenant dans un pays où il y a encore des gens qui crèvent la dalle, aux Philippines. C'est pas un pays riche. On va pour les droits des dealers. On veut quoi? On veut les rallier à Europe Écologie Les Verts. On leur dit venez en France, Bilal va légaliser le shit. Parce que c'est vrai qu'il faut en avoir fumé pour voter socialiste aujourd'hui. Donc, bon. Mais au-delà de ça,
en réalité, je pense que le discours du président Ping est un discours dont on aurait pu se passer. Malheureusement, il est pieds et poings liés lui aussi. Donc, la multipolarité, c'est d'accepter aussi les problèmes des autres. C'est de reconnaître que les intérêts de chacun sont légitimes à exister. Ensuite, de trouver un modus vivendi ou alors de régler ça par l'affrontement direct. Ce qui est le dernier recours. Et pour Trump, la relocalisation peut passer par une politique plus globale que les droits de douane. Le protectionnisme, c'est très au-dessus des droits de douane. Il y a les normes, il y a les écluses. Bon, les États-Unis ne connaissent pas la TVA, c'est bien dommage. Ils auraient pu peut-être penser à la TVA déductible. Mais bon, comme ils ne connaissent pas la TVA déjà, dommage. Maurice Lauré, très grand français. Mais ça, c'est les questions de Trump. Ou alors va-t-il se cantonner à quelque chose qui peut marcher aussi, qui est la guerre psychologique, pas du tout vis-à-vis de la Chine. Il ne faut pas que ça devienne un affrontement interétatique. Mais avec les multinationales, c'est-à-dire, nous changeons les règles du jeu, comprenez-le. Elles s'adapteront, ce sont des commerçants. Si toutes les cultures traditionnelles ont du mépris pour eux, c'est pas pour rien. C'est entre autres parce que les guerriers et les prêtres ont un point commun chez Dumézil, c'est que c'est les parts de la population qui ne plient pas. Jamais. En théorie, du moins. Commerçants, toujours. D'un côté, ils sont l'arbitraire de nos sociétés. Ils sont l'huile dans les rouages. Ils sont ceux qui s'adaptent. Encore heureux, d'ailleurs, qu'ils existent. Sinon, nos sociétés devraient être figées. Une société de prêtres, de poètes et de soldats, c'est une société figée. Ils s'adapteront. Et peut-être, d'ailleurs, que toutes les vociférations de Trump s'adressent d'abord à eux. Parce que c'est par la menace verbale qu'il a obtenu les relocalisations déjà de plusieurs entreprises. C'est-à-dire, voilà, vous ne faites plus ce que vous voulez. Sinon, problème. Est-ce que cette arme psychologique fonctionnera ? Pour l'instant, elle fonctionne. Et si elle dévie dans le conflit étatique, ce sera un échec. Les 3 leçons pour nous de Trump, c'est premièrement, méfions-nous de l'état de droit. Parce que l'état de droit, je rappelle que, premièrement, l'état de droit ne s'oppose pas à la barbarie. Il y a un très bon ouvrage qui vient de sortir au PUF en collection Léviathan sur le juridisme nazi. Je rappelle d'ailleurs que état de droit, qui est la traduction du Reichsstaat allemand, ça les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés. Je vois pas en quoi. Et surtout, on avait déjà eu la réduction de la liberté au libéralisme, alors que la liberté existe, politique existe depuis l'Antiquité. Et maintenant, de la liberté du libéralisme, donc de la liberté négative, on en vient à l'état de droit. C'est-à-dire la destruction de l'ensemble des règles de protection collective au service des droits individuels que le système collectif peut seul garantir. C'est-à-dire l'état de droit est une structure qui va se tuer elle-même. Parce que quand il n'y aura plus d'être collectif, les libertés individuelles ne valent rien face au pire de tous les arbitraires, qui est l'arbitraire des bandes, des gangs, qui sont moyennement Charlie. Observons ça tout de même. Trump va être en face de ça. Nous, encore plus. Deuxième point, il y a 2 chantiers de réflexion pour nous que Trump ouvre. Premièrement, celui d'une véritable politique anti-migratoire pour nous. Je vous donne un exemple. Pour la France, l'une des choses les plus importantes, c'est que l'acte d'expulsion redevienne un acte administratif strict. Pas un acte judiciaire. C'est le préfet qui, prend par la peau du dos, dehors. Oui. Ce qui veut dire au passage que le délit de présence illégale sur le territoire ne doit plus exister. Ça vous le fait ? Pourquoi ? Parce que là, vous donnez du pouvoir au juge. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils commettent une illégalité ? Vous voulez qu'on le condamne là pour qu'il reste là plus longtemps ? Non. Acte préfectoral, dehors. Allez hop ! Il faut être astucieux.
Soyons astucieux. Au lieu de faire des listes de pays, tu augmentes les critères non discriminants. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien. Il y avait 5 cages à cocher, ressemblez-vous à un terroriste ou pas, vous en avez coché 4. J'ai qu'à vous regarder. C'est raté. Rien contre vous, rien de personnel. Système purement froid administratif. Comprenez ce que je dis. Il faut être astucieux. Même chose. Quel pays allons-nous pour la France? Quel pays va nous aider dans la politique de relégation de nos clandestins? Le Cap-Vert peut-être. Il nous faut un pays avec un tout petit peu d'espace, pas énorme, ça ne sert à rien, et beaucoup de besoins financiers. Le Cap-Vert. Par exemple. Je dis celui-là, je peux en dire un autre. Je dis juste qu'il faut être astucieux. Dernier point pour la presse. Il y a 2 types de problèmes. En France, un fonctionnaire, plus révélateur, un journaliste est un sous-fonctionnaire. Il vit de l'argent public. Donc déjà lui, il faut bien distinguer les journaux des revues. Les revues, elles vont au ministère de la Culture ou de l'Instruction publique. Bon, il n'y a pas de raison que des revues de recherche soient flinguées sur le sujet de la presse. Et tout le reste, faut les traiter comme des entreprises commerciales. L'IB, ça tient combien de temps si on fait ça? C'est difficile à dire. Hein, et ensuite, par contre, face aux chaînes qui, elles, donnent le là, c'est-à-dire les chaînes satellitaires étrangères, CNN, etc., il faut aller jusqu'à l'interdiction de réception. Il faut aller jusqu'à. Voilà. Ils veulent faire des guerres, on va en faire. Mais il faudra être prêt à ça. D'ailleurs, à la place de Trump, moi j'utiliserai une vieille obsession du droit américain, qui est les lois antitrust. Vous êtes un grand groupe industriel, c'est très bien, vous n'avez pas le droit de posséder telle ou telle chose, et de toute façon, votre taille fait que même si vous en avez le droit, je vous l'interdis. Parce que vous êtes une menace pour la démocratie. C'était ça, les lois antitrust. Ça devrait pouvoir resservir. Nous, que des journaux appartiennent à des coopératives de journalistes, tout à fait d'accord. S'il y a de l'argent étranger, que nenni. Mais argent étranger, de toute matière. C'est-à-dire, pas de Saoudiens, mais tiens, pour prendre un peuple que j'aime bien, pas d'Italiens non plus. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et c'est tout à fait normal que des pays nous imposent la réciprocité, et qu'il est normal que si nous tenons des médias à l'étranger, que nous ne les tenions plus. Tout à fait normal, chacun chez soi. Ça, c'était les leçons de Trump. Pour nous. Je pense qu'il faut que le camp national médite là-dessus rapidement. Parce que c'est une vraie guerre qui est en train de se faire là-bas. Et malheureusement, je pense que, c'est horrible à dire, mais Trump apparaît de plus en plus comme étant son pire ennemi. C'est-à-dire, s'il tombe, il tombera sur ses propres errements. Moi, c'est ma crainte. Donc un autre dossier maintenant que l'actualité de l'Union européenne. D'abord avec le changement de présidence au sein du Parlement européen, il y a également l'actualité par rapport à l'Allemagne, à l'approche des législatives, et puis aussi le référendum en Italie au mois de décembre. Alors, comme vous le savez, les équipes de Trump, à un moment, dans 18 mois, vous serez peut-être plus là. Voilà ce qui a été dit à l'Union européenne, etc. Alors là, évidemment, ça hurle. Et donc, tous derrière les boches, contre les Américains, comme si on ne se rappelait pas. Pour le maintien d'un projet humanisme, tous derrière l'Allemagne. Ils auraient dû mettre ça à l'entrée de Birkenau, ça aurait fait une meilleure décoration. Or, donc, non mais, on est dans le... Alors, Martin Schulz, comme l'appelait gentiment Philippe de Villiers, nous a quittés, bon débarras. Alors Martin Schulz, il faut bien comprendre une chose, il s'enorgueillit de parler français, il a cette francophilie toute germanique qui était la francophilie d'Otto Abetz. C'est vraiment la francophilie de l'occupant. Otto Abetz, c'était le représentant des autorités du Reich à Paris,
que d'ailleurs une partie des collabos de droite adore toujours. Enfin, collabos, descendants de collabos. Hein, et si vous voulez, il a été remplacé par M. Tajani. Tajani, il a une particularité. Premièrement, il a été élu. Premièrement, c'est un des fondateurs de Forza Italia. Donc, c'est un des principaux lieutenants du Cavaliere de Silvio Berlusconi, un homme italien pour qui j'ai une certaine tendresse, pour pas mal de raisons. Entre autres parce que tout le monde lui aurait ciré les pompes si on n'avait pas vu des photos de sa fille qu'on allait prendre des vacances d'été avec la fille de Vladimir Poutine. C'est cet été-là que ces problèmes ont commencé. Après, on a dit que c'est un mauvais payeur et un partouzeur. Mais il est italien. Non, attendez, d'habitude, c'est pour ça qu'on les aime. Je dis ça parce que moi, je les adore. Mais un Italien non dragueur, tu lui fais confiance à toi? Et puis en plus, nous, on avait des SK, quoi. C'est un homme qui ne perdait jamais ses moyens, sauf en face de Martino Brice, qui était excusable. Or, non, bah, te marre pas, toi. Parce que, je vais dire autre chose. Si elle commence les feuillages, toi, tu te débines. Hein. Je te dis franchement. Hein. Rien ne t'a préparé à ça. Hein. Donc, premièrement, bon, c'est l'alternance du groupe PPE. Il va être, à mon avis, beaucoup plus coulant pour une raison, c'est qu'il a été élu en partie par les voix des souverainistes. Bon, certes, il a aussi eu le ralliement de M. Verhofstadt. Tu incluras un Verhofstadt parce que c'est vraiment le visage de l'Europe tel qu'elle est. Tu vois, Alors à Bruxelles, il y a une rumeur, on dit qu'on entend le cri des nations mourantes la nuit. En réalité, non, pas du tout, c'est le ventre, les dents de Verhofstadt, c'est tout. Alors remarquez, c'est un symbole d'espoir, parce que je savais pas qu'on pouvait se relever d'un accident ferroviaire. Or, bah si. Puis lui, il a pris en frontal. C'est bien, il a survécu. Bon, cellules cérébrales n'ont pas toutes survécu, ça c'est... On peut pas tout avoir. Un physique, un mental. Or, mis à part lui qui a fait une pantalonnade ridicule, Tajani, déjà, ça prouve que lui, c'est pas un dérivé de Bosch, si vous voulez. C'est un homme qui est en dehors du contrôle de l'Allemagne. C'est pas Juncker, quoi. C'est un homme qui va calmer le jeu. Ce qui prouve déjà l'affaiblissement de l'institution. Ensuite, affaiblissement pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le Reich. Donc ceux qui pisent dans des violons sur l'Europe puissance devraient quand même se calmer un bon coup. Et là, l'Allemagne entre dans une zone de turbulence majeure. Parce qu'elle va bientôt entrer en campagne. Et Martin Schulz est allé défier la Reichschancelière. Alors évidemment, il va en rajouter un petit peu sur la gauche, mais fondamentalement, si vous voulez, entre la SS et Otto Strasser, et les frères Strasser, il y avait une différence de degré, mais pas de nature. Vous êtes quand même ça restait quand même de Nasbrock, quoi qu'on en pense. Donc, la seule chose, c'est que là, on va renouer avec un impérialisme germanique moins vociférant, un peu à la Joschka Fischer, quoi. Et surtout, la Reichschancelière va devoir être plus raide sur deux choses, c'est-à-dire, elle va devoir défendre son bilan migratoire, qui est la seule chose sur laquelle la droite allemande, l'AfD, qui est quand même d'une francophobie et d'une latinophobie rabique. Trump sur les Mexicains, on dirait pas le tiers. Vraiment, si vous voulez, vraiment les Latins, on est les crouillas du continent. Et puis il y a des gens qui vont leur cirer les pompes en plus à l'AfD. Il faut quand même s'en rendre compte. Pourquoi il y a des gens qui aiment les coups. Et vraiment les crouillas, quoi. Et le grand problème de l'AfD, c'est que l'AfD a la même politique économique de Merkel, c'est-à-dire que les Latins crèvent ou qu'ils quittent l'euro, comme ça l'euro, on va garder notre truc à nous, parce qu'en plus, il faut voir par qui ils sont conseillés économiquement, c'est une catastrophe.
Ça, je le sais, avec les réunions économiques entre eux et les économistes français, où les économistes français les ont largement dominés, particulièrement Jacques Sapir. Là, on est tout en haut, quoi. J'ai fait partie des organisateurs, donc on ne dise pas que ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, elle va devoir défendre son bilan migratoire pour empiéter sur Schulz et radicaliser ses positions contre le racisme autorisé de l'allemand moyen, qui est la haine anti-grecque, anti-rétale et anti-française. Ça va être sympa, la législative germanique. Et d'ailleurs, ça commence à aller loin, vu que l'un des chefs de l'AfD a commencé à relativiser le poids de la Shoah dans l'histoire allemande. Ce qui est et ça, des intellectuels de gauche allemande dès les années 80 s'en plaignaient. Ça ne fait que suivre un plan qui est d'ailleurs un plan largement inspiré par le BND, service extérieur allemand, d'européanisation de la Shoah, c'est-à-dire d'accuser les Polonais, les Français, etc., c'est-à-dire tous les peuples qui ont été occupés, d'être responsables, comme ça dilue la responsabilité allemande. Or, la cause première d'un phénomène, c'est celle qui, si elle est supprimée, supprime le phénomène lui-même, on est d'accord. On est d'accord. Y a-t-il une Shoah sans les Polonais ? Oui. Y a-t-il une Shoah sans les Français ? Bien évidemment, vu qu'on est le pays où il y a eu le moins de déportations. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a 10% de l'effort de guerre allemand en face de nous, qu'on a un peuple qui a largement résisté, qu'on a une administration particulièrement policière qui a été duplice vis-à-vis de l'occupant, même en dehors des ordres de sa hiérarchie, et aussi parce que dans le nazisme, qui est avant tout un anti-slavisme et un anti-judaïsme, ce sont les peuples slaves et les juifs de l'Est qui doivent être tués en premier, tout simplement. D'où le fait que les camps soient à l'Est et pas à l'Ouest, tout simplement. Donc, y a-t-il une Shoah sans Vichy ? Bien évidemment. Y a-t-il une Shoah sans l'Allemagne ? Non. Bon. Point CQFD. Or, mais au moins c'est bien, ça vous prouve ce qu'est l'AfD. L'AfD, c'est l'Allemagne sans masque. C'est-à-dire, ce n'est rien de plus que la branche radicale de Merkel. Ce n'a rien à voir avec les populismes. Le terme de populisme européen n'a pas de sens. La Lega, maintenant en plus qu'elle est débarrassée de son volant régionaliste, anti-italien du Sud, complètement abruti, la Lega, c'est un vrai parti populiste. Le Front National, avec tous ses défauts et avec tout est un vrai parti, se présente comme un parti populiste, et l'est largement. Même chose d'un certain côté pour quelqu'un comme Wilders. L'AfD, c'est différent. Ce n'est que l'un des masques du pan-germanisme. Donc de toute façon, l'Allemagne ne changera aucunement son fusil d'épaule, vu qu'en fait, c'est les trois mêmes programmes. Schulz, l'AfD, Merkel. Un vol, Canary, Heineken. Est-ce que je veux dire ? Bon. Or, est-ce que je veux dire ? Bon, c'est comme au sein du parti nazi, il y avait des tendances. Entre la SS et Autostrasser, c'était pas tout à fait les mêmes. C'était néanmoins le parti nazi. Point. Donc voilà, le référendum italien, lui, a démontré que, de toute façon, l'Italie est le pays le plus fragile. Pas du tout par le farniente et toutes ces conneries, au contraire, c'est un peuple qui a une très grande productivité, c'est un peuple qui travaille énormément. Je rappelle que le peuple qui a le moins investi dans sa productivité pendant les 20 dernières années, c'est le peuple allemand. Je le rappelle quand même. Parce que interlandiser, c'est-à-dire prendre les esclaves d'Europe de l'Est pour les sous-payer et ensuite vendre ça à plus de 30% avec marqué Made in Germany dessus, c'est facile. On est à la limite de l'escroquerie. Si vous voulez, aujourd'hui, le modèle allemand, c'est mité au dernier degré. Là, on a dépassé les 15 millions de personnes sous le seuil les 15 millions de pauvres, à tel point qu'ils en sont à censurer leur propre rapport administratif. Mais bon, cette taquilla germanique, ce double langage permanent, on y est un peu habitué historiquement. Donc, le grand problème, c'est que l'Italie va devoir à un moment retourner aux urnes. C'est la faillite d'un sombre connard qui était Renzi. Je ne sais pas d'ailleurs lequel est le plus saillant du terme sombre ou du terme connard.
Mais et lui, ça a été quoi? Ça a été le Tsipras italien. Ça a été Yavol, j'obéis. Il a eu le destin des siens. De toute façon, suivre l'Allemagne, ça n'a jamais été un bon plan pour les Italiens. Ça s'est toujours mal fini. Si on regarde bien. Ça a toujours été un mauvais plan. Donc voilà. Et c'est là où il y a quand même une leçon à prendre. Est-ce que vous avez vu La danse du ventre de Beppe Grillo? Une partie de ces hommes sont allés voir les Verts. Alors les Verts, alors déjà, on ne doit pas d'ailleurs théoriquement les appeler les Verts au Parlement européen, on doit les appeler de leur vrai nom les Grünen. Ce sont des extensions des Verts allemands. Donc ce sont les soldats de la Reichschancelière avec en plus des trucs extraordinaires, enfin des animaux de foire, le Reich Lunacek, enfin des trucs mi-kosovar, mi-LGBT, l'alliance de l'islamisme mafieux albanais et de la love parade, enfin des trucs extraordinaires, tu vois, des trucs comme seul le bestiaire bruxellois peut en avoir, tu vois. 30 millions d'amis, nos amis les dingues. Or, et Beppe Grillo s'est fait jeter parce qu'il y a beaucoup de vrais eurosceptiques. En réalité, 5 étoiles, c'est un mouvement qui est coupé en deux. Entre des gens qui sont là, qui sont des blagueurs, qui sont des gens qui ne rêvent que de pouvoir. Je pense particulièrement à celui qui représente 5 étoiles, la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, Castaldo. Et tout le reste qui sont d'authentiques souverainistes italiens. C'est pour ça que 5 étoiles, c'est un mouvement qui a certainement la vocation à crever. Et une partie à aller vers la Lega. Surtout, bon, Salvini est un vrai chef politique, chef de la Lega. Il a une école des cadres solide, enfin c'est un mec solide. Donc si vous voulez, 5 étoiles, ça nous renseigne par rapport à leur prise de la mairie de Rome, qui est un échec complet. Ça nous renseigne sur quoi? Vrai et faux populisme. On ne détruit que ce qu'on remplace. La colère et le ressentiment ne sont pas une politique. Si nous ne savons pas quoi faire du pouvoir, nous serons balayés. Et nos idées seront mortes pour 30 ans, et dans 30 ans, de toute façon, il n'y aura plus grand-chose à défendre si ça continue à ce rythme-là. Donc, il faut être sérieux, peut-être sans esprit de sérieux, c'est-à-dire sans aller trop loin, et en gardant ce soufre qui nous fait respecter de nos ennemis. Mais le pouvoir, c'est pas un jeu. Et tous ceux qui font du populisme d'opérette travaillent contre eux-mêmes. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Parce que, aussi rock'n'roll que nous soyons, nous, dans l'opposition nationale, nous sommes là pour le sérieux du fait politique. Donc, nous sommes en réalité des gens beaucoup plus lestés que le système, parce que le système n'est plus qu'un système de prédation, qui négocie ses taux de marge. Entre Bilal et Macron, ça négocie son taux de marge, point barre, c'est de la boutiquerie, de la vilaine petite boutiquerie politique. Le sérieux, le tragique, le sacrifice, c'est tout ça aussi la souveraineté. Il y a des mots qui protègent la vie, il y a des mots pour lesquels on vit, il y a des mots pour lesquels on meurt. Et c'est vrai que l'absence de souveraineté fait un monde politique beaucoup plus... Comme il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tragique. Il faut bien voir aussi qu'on aura les conséquences de ce que nous voulons. Et si Trump a les conséquences de ce qu'il veut, il sera en face du tragique historique pour l'Amérique. Aussi débonnaire, aussi loufoque, voire aussi bouffon soit-il. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut jamais oublier que parce que nous voulons la souveraineté, nous voulons le sérieux du fait politique. Et je pense que c'est ça que les mecs de 5 étoiles ont un peu oublié. Ce faisant, ils jouent contre eux-mêmes. Parce que le système ensuite va revenir, on va dire, vous voyez, vous avez donné le pouvoir à ces gens-là, alors que nous, on sait gérer. Si nous les réintronisons, nous aurons été les pires des traîtres de l'histoire de France. Parce que gagner peut-être, être vaincu peut-être,
perdre en ayant le pouvoir, peut-être, mais leur dérouler le tapis rouge, jamais. Ou alors mieux vaut même pas, ou alors mieux vaut que jamais nous n'arrivions au pouvoir. Je le dis franchement. On vous pose également une question par rapport à André Schroll, qui a été acculé à la démission du poste de ministre de logement du Land de Berlin. Il a été servi à la Stasi à l'âge de 14 à 18 ans. On pose la question de savoir si c'était une justice ou si c'était de l'acharnement par rapport à... Quand on voit ce qu'on fait d'anciens nazis ou d'anciens pseudos de résistants au nazisme, quand on voit par exemple la grande carrière de résistant de Konrad Adenauer, c'en est bien triste. C'est bien triste parce que si on voit bien, d'ailleurs c'est très bien fait dans le film La vie des autres, s'il faut virer tous les Allemands de l'Est qui ont vendu leurs frères, ça devenait difficile pour les services d'Allemagne de l'Est, hein, vu que dans un même immeuble, tout le monde s'était vendu plusieurs fois. Ah bah oui. Bah là, pour le coup, en termes de collaboration avec l'occupant, attention Jeannot, hein. Mais ça devient difficile d'ailleurs, dans un immeuble où tout le monde s'est déjà vendu plusieurs fois. C'est comme le mec qui vient et qui s'auto-dénonce. Tu fais quoi toi, en tant que policier politique? Bon, tu s'auto-dénonces, tu l'envoies avec Ben Amias à Sainte-Anne. Bon, d'accord, ok. Mais quand Sainte-Anne est plein, tu fais quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non, tout ça, ça pèsera. C'est rien, la seule chose, c'est que ça donne un peu de fierté dolosive au Bosch, alors que bon, quand on voit l'arnaque qui a été la dénazification, on se pose des questions. Passons maintenant à l'Asie, donc on vous pose une question par rapport à la situation en Corée du Sud. Alors en Corée du Sud, bon, il y a eu plusieurs problèmes entre la chef de l'État on l'a accusé d'être influencé par une sorte de mystique ou du moins de gourou, une sorte de scénario la Rasputin si vous voulez. Mais surtout, il y a un problème là pour le coup physique, c'est qu'il y a un problème dans la succession de Samsung. Ça pose un vrai problème. Et en réalité, au-delà de ça, la leçon du cas sud-coréen, moi c'est un pays que j'admire, avec la Corée du Sud et le Japon, c'est des merveilles du génie humain, presque à nul autre pareil. En réalité, qu'est-ce qui évolue en Corée du Sud? C'est tout simplement que la stratégie de la Corée du Sud se retourne un peu contre elle. Pourquoi? Le système des chaebols. Les chaebols, c'est l'équivalent d'un zaibatsu japonais, c'est-à-dire grand conglomérat industriel qui va de la banque jusqu'à la fabrication, etc., qui est généralement calqué sur une grande famille. Mitsubishi, etc. Bon. C'était déjà du Japon fin de l'ère Meiji. C'était le Japon impérial, ça a été le Japon de l'après-guerre. Même chose pour la Corée. Le problème, c'est que ces systèmes qui tiennent sur la verticalité des valeurs asiatiques. Taoïste, confucéenne, Shinto et autres. Qui tiennent sur l'État stratège. Alors, évidemment, avec le ministère, vraiment le symbole même de l'État stratège, c'est le MITI japonais, qui a son équivalent en Corée. Le problème, c'est qu'à la fin, ces très grands conglomérats qui font une politique d'accumulation de puissance extraordinaire, qui sont de la banque jusqu'à la fabrication, la distribution, ils contrôlent tout. Ils ont 3 défauts. Le premier, c'est qu'ils reposent, comme ils reposent sur une éthique traditionnelle forte, quand ils sont contaminés par les valeurs du marché, et que l'État est obligé de desserrer la vis sur eux, ils déconnent tout de suite. C'est la corruption. C'est ce qui est en train d'arriver d'ailleurs avec un des anciens ministres sud-coréens qui est en procédure pour avoir forcé, je crois, les fonds de pension de retraite à des fusions hasardeuses avec Samsung. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est que si vous allez dans l'actionnariat international et que vous perdez
un chaebols ou un zaibatsu, vous perdez un large pan de votre économie d'un coup. Donnez un exemple simple. 15% du PIB coréen est lié au chaebols. 75% des exportations coréennes sont liées au chaebols. Et d'ailleurs, les chaebols, la Corée est dominée par 4, pas 5, 4 chaebols que vous connaissez. Hyundai, LK et LHSK, moins connus, et Samsung. Vous imaginez si l'un des 4 tombe? Voilà le vrai problème qui se pose à la Corée du Sud aujourd'hui, c'est qu'elle a vécu l'adaptation de son modèle au néolibéralisme des années 80-90, comme le Japon d'ailleurs. Il y a des ouvrages assez d'ailleurs très pro-libéral de Sébastien Le Chevalier sur la question. Et en réalité, si vous voulez, c'est très dur d'avoir un modèle économique pensé dans un cadre et de le transformer dans un autre cadre qui lui est contraire, en croyant que votre création va s'adapter. En réalité, elle va s'adapter peut-être, mais elle sera dénaturée. En réalité, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les chaebols sont généralement si puissants en exportation et si imposants qu'ils étouffent la concurrence interne des petites entreprises. Et ça, pourquoi? Parce que l'État n'a plus les moyens de leur dicter. C'est la même chose, nous, avec nos grands groupes nationaux de l'Argolienne qu'on a privatisés après. Connerie! De privatiser Total Final, c'était une connerie. Tout ça, c'était des conneries. Parce que après, vous ne pouvez plus exiger d'eux de faire une pépinière de PME. Parce qu'au lieu d'étouffer les PME, ils devraient les faire grandir. En plus, eux, ils sont dans une culture business pure. Donc ça évite à l'État d'avoir à le faire. Mais ils ne le font pas. Vous me direz, quelles leçons ont gardé pour nous, Français? Dans l'appareil industriel que nous allons devoir recréer, et là, croyez-moi que ça me coûte, à titre personnel, parce que c'est pas ma mentalité. Mais je pense qu'Hervé Juvin a tout à fait raison quand il parle d'inclure, comme le fait la Chine, par exemple les comptes de nos entreprises dans le secret défense. Pour éviter d'être attaqué entre autres par le droit américain. C'est-à-dire une sorte d'intérêt national élargi. La seule chose, c'est que ça doit avoir des contreparties très nettes. Comme c'est un peu le cas en Russie, comme c'est le cas en Chine. Je vous laisse conclure sur ce qui arriverait à un PDG d'une grande entreprise publique chinoise qui trahirait l'intérêt stratégique de l'État chinois. Vous voyez où je veux en venir? C'est bien. On n'a pas le choix. Mais d'un côté, nous avons réduit ça à des entreprises de très haute technologie, mais est-ce que vous croyez sincèrement que, dans le cas par exemple de la Silicon Valley, d'une technologie à risque, vous croyez quelqu'un qui irait le vendre à la Chine dans le dos des États-Unis, vous croyez sincèrement qu'il lui arriverait rien? Franchement, on est Charlie, mais on n'est pas non plus débile. Bon, Charlie est débile, ça peut être interchangeable, mais on n'est pas que Charlie. Non, quand même. C'est normal. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas... C'est simple, hein. S'il n'y avait pas les États derrière, la plupart des multinationales seraient bouffées par... les multinationales disposant d'États derrière elles seraient bouffées par boufferaient les multinationales toutes seules. Et d'ailleurs, ceux qui s'attaquent au marché coréen, c'est les multinationales chinoises et indiennes. On n'en parle jamais assez, mais il y a beaucoup de multinationales des pays émergents. Pour ça, il faut de nouveaux systèmes de protection, et sans nécessairement que ça passe par une nationalisation massive. Il faut juste que beaucoup d'entreprises soient conscientes qu'elles sont des parts de l'intérêt national, et que ce faisant, dans certaines situations, le prix de leur liberté à l'international et à l'interne implique que dans certaines situations, elles doivent savoir obéir. Ou en payer le prix. Une question par rapport aux droits humains. Que pensez de l'expression droits humains utilisée de plus en plus au lieu de place de droits de l'homme? Est-ce qu'on demande si c'est une mauvaise traduction de l'anglais ou si c'est un glissement sémantique qui obéit? C'est un élargissement. C'est un élargissement.
Parce qu'en fait, droit humain, parce que droit de l'homme, premièrement, c'est très occidentalo-centré. Puis deuxièmement, droit humain, ça rend la notion encore plus floue qu'elle ne l'est. Plus floue, donc plus adaptable. Plus adaptable, donc plus apte à être dévié, tout simplement. Ça, c'est vraiment du vocabulaire d'ONG, c'est du vocabulaire de la Commission européenne, enfin bon, la lie de la terre, quoi. C'est l'avantage, c'est que déjà, droit de l'homme, ça veut pas dire grand-chose, mais alors droit humain, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller casser la gueule à qui vous voulez, si vous en avez les moyens. Bon, c'est l'avantage quand c'est Juncker, c'est que bon, d'un seul coup, il est limité aux dimensions du Luxembourg. Mais bon, quand même, si vous voulez, c'est la même charge idéologique. La seule chose, c'est que c'est encore ça en étend le périmètre d'action. Passons maintenant à la situation dans les Balkans. On pose une question. Que pensez-vous de la décision de la justice française de relâcher le criminel de guerre Ramush Haradinaj, qui serait responsable de nombreux crimes de guerre durant la guerre du Kosovo, et également le trafic d'organes sous la bienveillance? Je crois sous la bienveillance du bon docteur Kouchner. Et pas uniquement. Il faudrait un jour éclaircir le rôle de M. Arnaud Danjean, par exemple, qui... Je renvoie à la très bonne vidéo qu'a fait mon ami Xavier Moreau sur le personnage. Je pense qu'il faut revenir sur M. Danjean. D'ailleurs, Péan ne le loupe pas, le brave Arnaud Danjean, député PPE européen, et qui dit qui veut l'entendre que s'il y a un gouvernement de droite, il est ministre de la Défense. Gentil personnage. Je crois que cette personne qui a été arrêtée à Strasbourg, si mes souvenirs sont bons, et qui a été détenue à Strasbourg avant d'être relâchée sous pression, entre autres, du Parlement européen, a un mandat d'arrêt international émis par Belgrade aux fesses pour ce qu'il a fait des prisonniers serbes. Et ce qui est drôle, c'est que ça a lieu en même temps que l'arraisonnement du premier train Serbie-Kosovo, le premier train depuis 20 ans, a été arrêté par les autorités de Pristina. Alors il faut savoir une chose, le Kosovo, alors le terme autorité est un peu impropre vu que le Kosovo n'est pas un État. Je rappelle que selon la résolution onusienne, qui, si mes souvenirs sont bons, et la résolution 1488, si mes souvenirs sont bons, c'est à vérifier, la Serbie a souveraineté sur le territoire du Kosovo-Metochi, le sud de la province du Kosovo. L'Union européenne est en contravention, vu qu'elle a reconnu un État qui n'existe pas, pour une raison qui est toute simple, c'est que le Conseil de sécurité qui devait avaliser sa reconnaissance ne l'a pas voulu. Pourquoi ? Parce que si vous reconnaissez ça, eh bien vous devez reconnaître à un moment les différents les différentes divisions de l'Espagne, qui d'ailleurs n'a pas reconnu le Kosovo. Donc l'Union européenne négocie l'entrée d'un État alors qu'une partie de ces États disent qu'il n'existe pas, vous voyez le problème. Et en plus, le Kosovo c'est simple, ce sont des Albanais. Un Kosovar, ça n'existe pas. Ce sont des Albanais, un peu de Rome d'ailleurs aussi, mais un Rome non plus, c'est pas un Kosovar, un Rome du Kosovo. D'ailleurs, se font un peu bolosser par les Albanais. C'est pas ce qu'on leur reprochera peut-être le plus, parce que il faudrait le reprocher à l'ensemble des peuples de la zone. Les Albanais ce sont des Albanais qui ne sont pas tous liés, il faut arrêter de fantasmer à l'UCK, à la mafia et à la mafia albanaise. On est en train de criminaliser tout un peuple, alors que les Albanais, c'est aussi le peuple qui fait le tissu économique de plusieurs pays, dont la Grèce. Donc il faut arrêter de déconner. Pas criminaliser ce peuple comme ça. La seule chose, c'est qu'il y a en effet l'alliance de l'islamisme, de la mafia et de la base américaine de Bondsteel. Ça vous donne l'entité du Kosovo qui, à un moment ou à un autre, devra être évacuée. C'est une part du territoire serbe. Et d'ailleurs, vous avez en même temps que le raisonnement de ce train, Dodik, qui est donc le chef des Serbes de Bosnie, la Republika Srpska, qui représente 40% de la population, qui veulent aller vers leur indépendance pour se rapprocher définitivement de Belgrade. C'est chez eux. Et qui les en empêche ? L'Union européenne. En faisant des pressions inacceptables sur l'État serbe, en lui demandant en plus de couper avec la Russie, pourquoi pas, et puis
Et puis comme disait le brave adjudant Hartmann, et puis si tu veux, tu viens chez moi quand tu veux et tu pètes ma frangine. Donc, pendant qu'on y est. Et là encore, de quoi l'Union européenne est-elle le jouet? De l'Allemagne, qui refait sa politique balkanique, au détriment des Serbes qu'elle a toujours haïs, et avec l'appui de quoi? De l'Autriche, parce que vieille haine austro-hongroise pour les peuples slaves et serbes, vu que les Serbes ont été le peuple qui leur a le plus résisté dans les Balkans à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Là, je vous renvoie à la très belle vidéo faite au Cercle Aristote par notre ami le professeur Gabriel Koletis, très grand connaisseur de ces... quelqu'un que j'admire beaucoup, très grand connaisseur de ces dossiers. Dernier point, alors là, nous quittons les Balkans pour revenir en Europe de l'Est sur le point de la Moldavie, parce qu'il y a un truc important à comprendre. La Moldavie, suite aux élections, a décidé qu'elle allait certainement laisser tomber l'accord d'association avec l'Union européenne. Il faut que vous compreniez comment l'Union européenne est en train de foutre le feu à ces régions et en même temps en train de détruire notre diplomatie. L'Union européenne, via ses laquais du service d'action extérieure, le SEAE, propose aux pays dans le cadre de la politique du voisinage qui va jusqu'au Maroc. Vous avez vocation à d'avoir des accords d'association, ça va jusqu'au Maroc minimum au sud, ça va jusqu'à l'Arménie, certains voudraient que ça aille jusqu'à l'Azerbaïdjan. Vous voyez le problème? Donc là, on sort même, bien évidemment, des zones dites européennes. Le problème, c'est que le mot Europe ne veut rien dire. C'est peut-être temps que certains se le mettent dans la tête. Là, on est même au-delà du Caucase, et l'Union européenne a des projets très précis pour l'Asie centrale. Je vous rappelle que l'Asie centrale est la zone la plus complexe au monde. Où là, la géopolitique se fait de vallée à vallée. C'est-à-dire que en 30 minutes de temps, vous sortez complètement de sphère. Et ce sont des gens qui réglementent la taille des patates du marché commun qui vont s'occuper de ça. Vous vous foutez de la gueule de qui? Et surtout, ça passe dans le dos de nos services diplomatiques, et bien sûr, quand l'Union européenne fout la merde, comme ça a été le cas en Ukraine, on peut beaucoup gloser des Américains, mais les Boches y étaient là avant. Les Américains arrivent après. Or, quand ça foire, qui paye? Les États. Et qui paye en termes de crédibilité internationale? Nous, nos diplomates. Et qui est en danger? Nos ressortissants. Donc il est grand temps que ça s'arrête. Et en réalité, la Moldavie, vu que la Moldavie, c'est un cas c'est un cas parallèle à l'Ukraine, mais avec des différences. La Moldavie, c'est un pays qui peut être coupé en deux. Qui, espérons-le, ne le sera pas, avec des conséquences militaires beaucoup moindres. Mais bon, il y a eu 10 000 morts en Ukraine. Donc tout le monde se contrebalance. Et 10 000 morts, et le compteur tourne encore. Parce que je crois que là, les Nasbrock ukrainiens sont en train de bombarder là actuellement, parce que le syndicat du crime que nous avons mis à la tête de l'Ukraine a tellement tu vois, repu du pays, tu vois, le ro maghrébin, tu vois, à la fin des repas, tu vois, Abdullah, tu vois, ils s'en peuvent plus, que le pays est en train de s'effondrer, et que la facture est arrivée sur le bureau de M. Juncker, ce sera 30 milliards. Ce que la Russie payait chaque année pour maintenir l'Ukraine à flot. Alors que la Russie aurait pu démembrer le pays dès le début, vu que les zones russophones étaient les zones économiquement utiles. Elle l'a pas fait. Elle a accepté de raquer 30 milliards par an. Et là, dès qu'il faut payer les fruits des conneries, même Berlin se barre. Et qui va payer certainement ses comptes français, parce que là, pour endetter le peuple vis-à-vis de l'Union européenne, je rappelle quand même que, selon certaines estimations, l'Union européenne, ça pourrait égaler, enfin ça pourrait, hein, il faut aller dans la précision, mais c'est plusieurs dizaines de milliards entre le carrousel de TVA, le fait d'être contributeur net, plus l'inflation législative communautaire. On est à des taux faramineux. Dont un dernier point, dont Theresa May va se passer bientôt, vu que selon toute vraisemblance, et là je crois que c'est l'UPR qui a fait un très bon dossier sur les frais de sortie du marché commun, tous les frais afférents à l'Union étant bien inférieurs à d'hypothétiques droits de douane, qui sont pour l'instant très hypothétiques, Londres a choisi le hard Brexit à raison. Parce que là, on a envoyé donc M. Verhofstadt, donc
Donc voilà, enfin John Hurt est mort, mais Elephant Man est toujours là. Hein, on a envoyé M. Verhofstadt, on a envoyé M. Barnier, hein, espion, lève-toi. Et non mais si, parce qu'il y a un côté Verhofstadt, tu sais, cette superbe scène avec John Hurt, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Il faut rappeler que Verhofstadt est un être humain. Ce qui va se passer, et là c'est que on l'a renvoyé donc Monsieur Barnier qui est vraiment l'archétype du retourné, du traître à la solde. Il fait penser à Raymond Barre, parce que beaucoup de patriotes aiment bien Raymond Barre, parce qu'il a défendu Bruno Gollnisch. Bon, pour une fois, il aura fait un acte juste, vu que Bruno Gollnisch ne méritait pas, d'ailleurs, c'est l'avis du Conseil d'État d'être condamné, vu qu'il n'avait rien de répréhensible dans ce qu'il a dit. C'est ce que la justice française a dit en dernière instance par le Conseil d'État. Alors que Raymond Barre, ça a été une saloperie à la solde de l'Union Européenne. Une saloperie jusqu'à la fin, Raymond Barre. Et Barnier, c'est l'équivalent. C'est vraiment c'est un des êtres pour lesquels j'ai le plus de mépris dans le monde politique français. Et donc on a envoyé ces gens-là menacer une femme, de surcroît, ce qui est du meilleur goût. Ils l'ont fait sortir au moment de se parler entre eux. Pauvre type, tu parles à l'héritière de Churchill, de Marie Ier Stuart, et de très longue date d'une héritière de Picte. Elle a résisté à Rome, alors elle résistera à Barnier. Or, et à Verhofstadt. Hein, non mais... une MST vivante, le gars. Mais le problème, c'est qu'en plus, ils disent oui, alors Monsieur Lamy, revenu d'entre les morts, pas encore, et c'est bien dommage, et Monsieur Lamy qui se permet de menacer la Grande-Bretagne, oui, ce sera 60 milliards. Hein. Je rappelle que la Grande-Bretagne a été contributeur net pendant des années, ça veut dire qu'elle a perdu de l'argent, donc elle a qu'à additionner ce qu'elle a perdu, et elle-même, elle va présenter une facture. Et d'une, et de deux, le plus gros scandale financier, vu que la plupart des gros scandales industriels sont germaniques, hein, trucage, etc., mais c'est rien par rapport aux scandales financiers allemands. Les banques des Länder qui sont pourries, et la Bundesbank qui est pourrie. Toutes ces banques, elles sont exposées où, au fait? Comme toute institution financière. Dans la City. À la City de Londres. Ah là. Donc, ça s'appelle la roulette mexicaine. C'est-à-dire, je tiens un flingue sur toi, tu tiens un flingue sur moi, manque de peau, toi tu tiens un pistolet à eau. Le mien est chargé. Voilà. C'est pour ça qu'on a demandé à Barnier et Verhofstadt, hein, qui sont la version, qui sont une... voilà, c'est... De toute façon, les duos comiques, ça a toujours été mauvais, rappelez-vous, hein, de Delis et Dieudonné. Ça a toujours été mauvais. Donc Verhofstadt et Barnier, pourquoi pas, hein, du duo de beauf, mais... et surtout, là, il y a un coup de chapeau quand même à donner, c'est à la Chambre des communes. Où on attendait qu'ils trahissent comme de vulgaires parlementaires français, et ils ont tenu la parole de la plus vieille tradition parlementaire d'Europe occidentale. Ils ont approuvé le Brexit. Bon, les résultats du Brexit devront aussi leur être soumis, ce qui est normal dans le système constitutionnel britannique, mais ils n'ont pas fait la forfaiture des députés français, qui devront d'ailleurs un jour le payer. Parce que si la France est en train de s'effondrer d'un point de vue institutionnel, la trahison du 29 mai n'y est pas pour rien, parce que quand on ment dans ce qu'est la Ve République, quand on ment au peuple, on détruit l'État. Parce qu'on détruit le pacte de confiance du peuple et du souverain, qui est l'une des grandes clés de lecture sur la longue durée de l'histoire de France. Une question désormais sur le Hezbollah et sa place dans la future Syrie. On vous demande donc quel avenir peut-on entrevoir pour les forces kurdes au nord de la Syrie, et puis également s'ils représentent une menace pour l'intégrité du territoire syrien.
ne représentent pas de menace pour une raison, c'est que personne ne les laissera partir parce que Poutine a fait la paix avec Erdogan. Erdogan ne peut pas supporter qu'il y ait un Kurdistan autonome à sa frontière. Ensuite, Kurdistan autonome pouvait-il y avoir? Est-ce qu'il peut avoir un Kurdistan? Les Kurdes sont, par leur aspect diasporique, un peuple unitaire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes idées politiques, et contrairement à beaucoup de populations moyen-orientales, les Kurdes sont, pour eux, c'est important, l'idéologie politique, premièrement. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes croyances religieuses, ils ne parlent pas la même langue, etc. Est-ce qu'un Kurdistan est possible? Très difficile. Est-ce qu'un Kurdistan syrien, l'armée turque entrera dans la journée? C'est horrible, mais le rapprochement russo-turc, je l'avais dit dès le début, qui serait cocu, c'en est très triste. Mais entre ça et le marché gazier que la Turquie lui permet, Poutine va vite décider. Quant au Hezbollah, le Hezbollah a toujours entretenu les meilleurs rapports avec Damas, vu que, de toute évidence, Bachar el-Assad se maintiendra, ce qui est normal. Et le Hezbollah est auréolé de gloire, parce que il a perdu beaucoup d'hommes contre Daesh. Son efficacité militaire en est sortie largement, 1, réaffirmée, 2, renforcée. Nous avons énormément de témoins qui font état de scènes de panique chez les hommes du Front al-Nosra ou de l'État islamique à l'approche du Hezbollah. Il est vrai que de tomber dans les mains du Hezbollah en tant que prisonnier, comme tomber aux mains des Tchétchènes que Poutine a envoyés, c'est pas un projet. Vous savez, c'est créatif, ces gens-là, particulièrement les Tchétchènes, à 6-7 ans, ça joue avec des couteaux, c'est vachement créatif. Non, mais trêve de rigolade. Nous, est-ce que ces scènes sont avérées? Nous, on a entendu des témoignages avec la véracité qu'il faut, et le doute qu'il faut accorder, le doute légitime qu'il faut accorder sur tout témoignage quel qu'il soit. Mais on nous parle de scènes de panique des groupes islamistes en face de l'arrivée des hommes du Hezbollah. Il faut dire, c'est pas la tradition du Hezbollah face à ces gens-là de faire beaucoup de prisonniers. Mais bon, l'armée syrienne régulière a fait énormément de prisonniers auxquels elle a laissé la vie et qui ont de toute évidence été bien traités. Mais bon, là le Hezbollah, on est face à des combats de première ligne, des combats urbains en plus, donc du glauque, quoi. Il est possible que ce soit moyennement Charlie sur le terrain.